Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le meurtrier est derrière toi, murmura le sans-abri, et tout bascule. Un vent léger mais persistant agitait les cimes sombres des cyprès du cimetière privé de Willow Hill, situé sur une colline paisible en périphérie de Charleston. L'air portait une odeur de terre humide, de bois ancien et de fleurs coupées. Le ciel, d'un gris uniforme, semblait suspendu au-dessus du monde, comme s'il pleurait sans larmes. Le soleil n'avait pas osé percer cette couche de silence. Un silence solennel, lourd, pesait sur chaque recoin du cimetière, seulement troublé par le froissement des feuilles mortes sous les palans des invités. Une file de voitures noires, longue et brillante, serpentait depuis la grille principale jusqu'au carré des notables. Chaque véhicule semblait raconter le statut de son propriétaire, vitres teintées, chauffeurs gantés, plaques diplomatiques. Toute l'élite de la ville s'était déplacée pour rendre un dernier hommage à Ethan Granger, titan de l'immobilier, donateur régulier des hôpitaux et musées, figure publique redoutée et admirée à parts égales. Les chaises blanches installées près de la fosse étaient toutes occupées par des hommes et femmes au visage figé, habillés de noir, les regards dissimulés derrière des lunettes de soleil coûteuses. Mais au premier rang, seule et droite, se tenait Sophia Granger, sa fille unique. Elle portait un long manteau noir cintré à la taille, des gants en cuir sobre, et un petit chapeau voilé qui masquait à peine ses traits tirés. Elle n'avait pas pleuré. Pas encore. Il y avait en elle une dignité glacée, presque trop parfaite. Mais quiconque l'observait de près aurait vu l'infime tremblement de ses doigts, et cette ombre dans ses yeux noisettes, une tempête contenue. Elle regardait le cercueil de bois foncé orné de dorures avec une intensité muette, comme si, derrière l'apparence du deuil, elle cherchait encore des réponses. Autour d'elle, on reconnaissait des visages familiers de la ville, le sénateur Willow, le maire Caldwell, 2 membres du conseil d'administration de la Fondation Granger, des partenaires d'affaires, des figures du barreau, des entrepreneurs rivaux venus jouer la carte de l'hommage public. Tous murmurant entre eux, échangeant des regards complices, tentant de deviner ce que la disparition d'Ethan allait changer dans l'équilibre du pouvoir local. Et parmi eux, se tenait Harold Miles. Grand, la silhouette rigide, il portait un costume anthracite taillé sur mesure, une cravate d'un noir sobre, et des souliers brillants qui n'avaient jamais connu la poussière. Ses cheveux poivre et sel, coiffés avec précision, ajoutaient à son allure de dignitaire. Dans sa main droite, il tenait une rose blanche. Pas rouge. Pas de passion. Mais une pureté affichée, presque ostentatoire. Depuis la mort brutale d'Ethan, officiellement un infarctus foudroyant lors d'un séjour à sa résidence secondaire, Harold s'était glissé comme un pilier silencieux aux côtés de Sophia. Dans les jours qui avaient suivi le décès, il avait organisé les formalités, rassuré les actionnaires, parlé aux avocats, géré les médias. Il était devenu l'ombre protectrice, le bras droit désormais seul au contrôle du vaste empire Granger. Et il s'était montré d'une attention presque fraternelle envers Sophia. Presque trop. Le prêtre, vêtu d'une longue robe blanche, récitait les dernières prières avec gravité, sa voix résonnant doucement entre les pierres tombales. L'air sentait la pluie proche. 2 fossoyeurs, en retrait, tenaient les cordes prêtes à abaisser le cercueil. Le bois verni, poli à la perfection, reflétait le ciel nuageux comme un miroir obscur. Un corbeau croassa au loin. Et tandis que le prêtre s'apprêtait à prononcer les mots de conclusion, « Poussière tu es, et à la poussière tu retourneras », un frisson presque imperceptible parcourut l'échine de Sophia. Elle fronça à peine les sourcils. Elle avait l'intuition, ce jour-là, qu'un chapitre se fermait, mais que quelque chose d'autre, d'invisible, venait de s'ouvrir. Mais alors, un bruissement inhabituel troubla l'ordre solennel du moment. Ce n'était pas le vent, ni les sanglots étouffés. C'était une dissonance, un froissement, un pas irrégulier sur le gravier humide de l'allée centrale du cimetière. Les têtes se tournèrent presque en même temps vers la grille d'entrée en fer forgé, où un homme solitaire venait d'apparaître. Il titubait légèrement, comme s'il portait le poids de 1000 nuits sans abri. Ses vêtements pendaient sur lui, lourds de crasse et d'usure. Son manteau était déchiré au coude, couvert de taches anciennes et de boue séchée. Il portait une vieille écharpe élimée, dont on ne distinguait plus la couleur d'origine. Ses chaussures trouées, 2 tailles trop grandes,
faisait un bruit sourd à chaque pas irrégulier. Son visage, buriné par les intempéries, était envahi par une barbe inégale et des rides profondes. Mais ses yeux, enfoncés dans leurs orbites cernées, brillaient d'une intensité presque anormale, un éclat fiévreux, entre la douleur et la lucidité. C'était le regard de quelqu'un qui avait vu l'envers du monde, et qui avait survécu à l'indifférence des autres. Un murmure s'éleva parmi les invités, vite suivi par une tension palpable. « Mais qui l'a laissé entrer ?» chuchota une femme dans l'assistance. « Ce clochard va salir la cérémonie », s'indigna un homme en costume gris. Certains reculèrent instinctivement, dégoûtés. D'autres s'interposèrent, entre le visiteur et la famille, comme s'ils portaient une menace invisible. 2 agents de sécurité, postés près des voitures, commencèrent à s'avancer d'un pas ferme. Mais l'homme ne ralentit pas. Il ne courait pas, mais il avançait, droit, comme poussé par quelque chose de plus fort que la faim ou la peur. Il leva une main maigre et tremblante, pointée directement vers Sophia Granger. Sa voix, rocailleuse, fendue par le froid et les années de silence, fendit l'air comme un coup de couteau. Ne l'enterrez pas encore. Le meurtrier est ici. Un choc glacé traversa l'assemblée. On aurait dit que le temps s'était figé. Le prêtre, qui s'apprêtait à bénir le cercueil, recula d'un pas maladroit. Le fossoyeur, les mains encore sur les cordes, les lâcha sans s'en rendre compte. Le cercueil se balança légèrement, comme suspendu entre 2 mondes. Sophia, d'abord figée, cligna des yeux, cherchant à comprendre si elle avait bien entendu. Son cœur manqua un battement. Elle se tourna lentement vers l'homme. Le vent se leva soudain, emportant les dernières feuilles mortes autour d'eux, comme une réponse invisible de la nature. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle d'une voix basse, mais claire. L'homme baissa les yeux, l'espace d'un instant. On aurait dit qu'il portait tout le poids d'un secret resté trop longtemps enfoui. « Je m'appelle Jonathan Clay. Et votre père n'est pas mort de cause naturelle. » Des exclamations s'élevèrent. On entendit des « c'est absurde, quelle honte » appeler la police, dans plusieurs rangées. Des invités, choqués, firent un pas en arrière. Certains commencèrent à sortir leur téléphone, filmant discrètement. Les agents de sécurité accélérèrent leur approche, mais Jonathan leva les 2 mains, comme pour se rendre. Puis, d'un mouvement lent, il fixa Sophia à nouveau, et ses yeux semblèrent transpercer le voile du protocole et de la bienséance. « Il est juste derrière vous. » Le meurtrier. Sophia sentit son estomac se nouer. Elle pivota lentement. Harold Miles se tenait à moins d'1 mètre d'elle, les bras croisés, figé. Son regard était devenu plus sombre, ses mâchoires serrées. L'élégance de son costume ne pouvait plus dissimuler la tension de son corps. « Cet homme est un fou », dit-il, la voix dure, presque cinglante. « Il ment. Sortez-le immédiatement d'ici. » Mais Sophia, troublée par une intuition violente, leva la main. Son geste était lent mais autoritaire. Les agents s'arrêtèrent. « Non. Attendez », dit-elle. Elle s'avança d'un pas vers Jonathan Clay, les yeux plantés dans les siens. « Qu'est-ce que vous savez ?» L'homme inspira longuement, comme si ce moment, il l'attendait depuis des années. « J'étais le comptable personnel de votre père. Pendant 7 ans. Il m'a engagé en secret pour examiner les finances internes du groupe Granger. Il avait des soupçons, des anomalies dans les comptes. Des millions transférés vers des destinations douteuses. Il voulait protéger l'entreprise. Et vous ? » Il lança un regard rapide vers Harold. Ces transferts allaient vers des comptes liés à M. Miles. Un grondement monta de la foule. Les murmures devinrent une marée de soupçons. Harold devint cramoisi. « Assez » hurla-t-il, brisant enfin son masque. « C'est un sans-abri délirant. Il a sûrement falsifié tout ça pour obtenir de l'argent. » Mais Jonathan ne broncha pas. D'une lenteur rituelle, il sortit de sa poche intérieure une petite clé rouillée, accrochée à un morceau de ficelle usée. « Votre père m'a donné ceci, Sophia. C'est la clé de son coffre personnel à la banque South Union Trust, au 10e étage. Il m'a dit, si quelque chose m'arrive, donne-la à ma fille. Elle saura quoi faire. » Un frisson électrique parcourut Sophia. Elle tendit la main. La clé était froide, lourde,
comme chargée de mémoire. Elle l'observa longuement, la gorge nouée. Le cercueil, suspendu à mi-hauteur, restait figé au-dessus de la fosse, comme s'il attendait lui aussi que la vérité soit entendue avant de reposer en paix. 3 jours plus tard. Un vent sec d'été faisait frémir les drapeaux accrochés à la façade de la banque South Union Trust, l'une des institutions financières les plus anciennes et respectées de Charleston. La pierre grise du bâtiment, sculptée avec des colonnes classiques et des lions en bas-relief, semblait figer le passé dans une austérité solennelle. L'ombre de la façade projetait un silence pesant alors que Sophia Granger descendait de sa voiture, la clé rouillée serrée dans la paume de sa main gantée. Elle avait insisté pour venir seule, sans avocat, sans assistant, sans Harold, surtout sans Harold. Ses traits étaient fermes, son regard droit, mais un orage grondait sous la surface. La clé, accrochée à sa chaînette en ficelle effilée, pendait à son poignet comme une relique d'un autre monde. Cette clé-là portait la mort et la vérité dans le même souffle. À l'intérieur de la banque, les marbres immaculés, les dorures discrètes et le silence feutré des pas sur les tapis donnaient une sensation d'irréalité. On lui demanda sa pièce d'identité. Lorsqu'elle présenta la clé manuelle en fer forgé, usée, presque rouillée par le temps, le personnel eut un bref moment de flottement. Un directeur âgé, en costume 3 pièces, s'inclina légèrement. « Suivez-moi, mademoiselle Granger. Le coffre numéro 312 est enregistré au nom de votre père. Ce compartiment n'a pas été ouvert depuis près de 2 ans. » Ils descendirent 2 niveaux en dessous du hall principal. Les couloirs se resserraient. Une lumière froide, fluorescente, baignait les murs de béton poli. Sophia entendait son propre souffle s'accélérer, mêlé au cliquetis métallique des clés que le directeur faisait tourner dans sa main. Arrivé devant une porte blindée, il introduisit un code, fit glisser une carte magnétique, puis s'écarta. « Je vous laisse. Prenez votre temps. » La porte s'ouvrit avec un chuintement sourd, laissant apparaître une petite salle sécurisée. Au centre, un coffre à compartiment métallique, de taille humaine, portant le sceau familial gravé dans le bronze, 2 lions et un géant entrelacés. Sophia glissa la vieille clé dans la serrure mécanique. Il fallut 2 tours, et un léger grincement accompagna l'ouverture. Une odeur subtile de papier ancien, de cuir et de métal s'en échappa, comme si le passé venait de relâcher un souffle piégé. À l'intérieur, une seule boîte. Noire, simple, épaisse. Elle portait une bande rouge scellée à la cire, avec les initiales G au centre. Les mains tremblantes, elle brisa le sceau. Elle ouvrit lentement la boîte. Le contenu en était soigneusement organisé. Un dossier relié à la main, épais, divisé par sections. Et dessus, posée comme une couronne silencieuse, une lettre manuscrite, pliée en 3, glissée dans une enveloppe sans timbre. Sophia la prit. Reconnaître l'écriture de son père fit monter immédiatement des larmes qu'elle s'était interdites pendant des jours. L'encre était noire, nette. Les mots étaient droits, décidés. Il avait écrit sans trembler, comme s'il savait que ce message serait le dernier qu'elle lirait de lui. « Ma chère Sophia. Si tu lis ceci, alors il est trop tard pour moi. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour te protéger. Pour garder intact l'empire que j'ai construit, et que tu devais hériter. Mais j'ai mis ma confiance au mauvais endroit. Harold a trahi. Il a détourné des millions, utilisé ton nom à des fins personnelles, manipulé les contrats, menti à tous. Pendant des années, je n'ai rien vu. Ou peut-être que je ne voulais pas voir. Quand j'ai découvert la vérité, il était déjà trop tard. J'ai rassemblé des preuves. Je les ai mises ici. Je devais les remettre à un journaliste. Mais j'ai été suivi. Épié. Menacé. Et je crois que ma mort ne sera pas un accident. Protège-toi. Protège notre nom. Et surtout, n'enterre pas la vérité avec moi. Tu es plus forte que tu ne le crois. Avec tout mon amour. Papa. Le lendemain matin, le hall lumineux de la Fondation Ethan Granger s'était transformé en un théâtre de vérité. Les murs blancs, ornés de portraits d'Ethan à différentes époques, semblaient observer silencieusement la scène qui allait se dérouler. Des dizaines de journalistes armés de caméras et de micros s'étaient massés, impatients. Les flashs crépitaient, illuminant les visages concentrés, les mains tendues,
les enregistreurs prêts à capter la moindre parole. Sophia Granger, vêtue d'un tailleur noir élégant mais sobre, monta sur le podium au centre de la salle. Son visage, ferme et grave, ne laissait rien transparaître de ses émotions, mais dans ses yeux brillait une détermination farouche. Le silence tomba instantanément quand elle prit le micro. « Mesdames et messieurs, commença-t-elle, la voix claire et posée, mon père n'est pas mort d'un infarctus. Il a été assassiné. Et je peux le prouver. » Un murmure parcourut la foule, vite étouffé par l'autorité de ces mots. Sophia ouvrit alors le dossier noir qu'elle avait apporté. Elle déploya des documents, des relevés bancaires, des photos. Sur un grand écran derrière elle, elle fit défiler les preuves, transferts occultes, contrats falsifiés, échanges de mails où Harold Miles orchestrerait un vaste détournement. Puis, d'un geste précis, elle inséra un enregistrement audio dans le système de la salle. On entendit la voix froide et impitoyable d'Harold, captée à son insu. Il ne vivra pas assez longtemps pour tout balancer. Un silence assourdissant s'installa, lourd de signification. Soudain, des agents en costume-cravate pénétrèrent dans la salle. C'étaient des représentants du FBI, présents à la demande de Sophia, qui avaient fourni en amont toutes les preuves nécessaires. Harold Miles, présent parmi les invités, pâlit. Dans un élan de panique, il se leva brusquement et tenta de fuir. Mais plusieurs agents l'encerclèrent rapidement. Sous les flashs éblouissants des photographes et sous le regard médusé de l'assemblée, Harold fut menotté. Il cria à la foule, tentant de se défendre. « C'est un coup monté. Une machination. » Mais personne ne le crut. Le silence complice de la salle résonnait comme un verdict. Peu après, Sophia prit des mesures pour que Jonathan Clay, le sans-abri qui avait tout déclenché, soit officiellement réhabilité. Grâce à elle, il retrouva un logement stable, un emploi digne, et surtout une place dans la société. Elle le nomma premier directeur de la Fondation Ethan Granger pour la justice économique, une organisation qu'elle créa pour lutter contre les inégalités financières et promouvoir la transparence, en hommage à son père. Un mois plus tard, une cérémonie intime fut organisée pour la réinhumation d'Ethan Granger. Cette fois, pas de faux-semblants ni de tensions cachées. Sophia prononça un discours émouvant devant un cercle restreint d'amis, de familles et d'alliés. « Mon père m'a appris à écouter ce qu'on ignore. À croire que même un homme au bord de la route peut porter une vérité que personne ne veut entendre. Il m'a appris que la vérité est un devoir, même quand elle dérange. » Dans la salle, Jonathan, vêtu sobrement, les cheveux coupés nets, les yeux brillants de larmes, écoutait en silence. Son regard exprimait une gratitude profonde et une fierté nouvelle. Sur la nouvelle pierre tombale, gravée dans un marbre sombre et poli, Sophia fit inscrire cette phrase. La vérité finit toujours par remonter à la surface, même dans les cimetières.